Bonjour donc à tous et à toutes. Je me présente, Sandra Anchard, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Blois. C'est en fait le nouveau terme lorsque l'on parle en fait du juge des tutelles. Donc j'ai aujourd'hui la lourde tâche de remplacer ma collègue, Madame Lucie Moreau, qui est à l'origine de cette journée de formation, qui a grandement participé à sa préparation, à son organisation. Et hélas, le Covid nous prive aujourd'hui de sa présence. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous allons toutes les deux garder notre masque. Alors moi, mon intervention va se limiter aux mesures de protection judiciaire. Pour que vous puissiez comprendre en fait à quoi correspondent les mesures de protection judiciaire, vous allez retrouver sur les petits documents qui vous ont été, le document qui vous a été remis, ce tableau qui en fait retrace l'ensemble des mesures de protection qui peuvent être proposées à une personne vulnérable. Donc vous avez, pour résumer, en fait trois grandes mesures de protection. Vous avez les mesures d'accompagnement social. Ce sont des mesures qui sont principalement gérées et décidées par les départements. Vous avez ensuite les mesures d'accompagnement contractuel qui sont plus gérées par les notaires. Donc c'est par exemple le mandat protection future, les procurations générales qui sont en fait écrits, rédigés par les notaires. Et puis vous avez en fait les mesures de protection judiciaire, c'est-à-dire les mesures qui sont prononcées par un juge, le juge des tutelles. Alors, quelles sont ces mesures de protection judiciaire? Donc, quelles mesures le juge des tutelles peut prononcer pour protéger une personne vulnérable? Il y a 4 mesures qu'un juge des tutelles peut prononcer. Il peut prononcer ce qu'on appelle une sauvegarde de justice. Il peut prononcer une curatelle, il peut prononcer une tutelle, il peut prononcer une habilitation familiale. Alors, la sauvegarde de justice, elle a en fait un intérêt, c'est qu'elle apporte une réponse qui est une réponse provisoire de protection, alors que les 3 autres mesures, la curatelle, la tutelle, l'habilitation familiale, répond plus à un besoin de protection plus long, donc plus permanent. En fait, c'est une protection qui est permanente. Alors, s'agissant, je vais reprendre point par point les 4 mesures pour que vous puissiez comprendre et voir les différences entre chacune d'elles. Donc, vous avez d'abord ce qu'on appelle la sauvegarde de justice. En réalité, il serait plus juste de dire les sauvegardes de justice, parce qu'à côté de la sauvegarde médicale, en réalité, vous avez 2 sauvegardes de justice qui ont 2 objectifs différents. Vous avez en fait la sauvegarde de justice qui va durer pendant la durée de l'instruction du dossier. C'est-à-dire quand le juge des tutelles est saisi, il va instruire un dossier qui va mettre plusieurs mois pour aboutir à une décision. Durant ce temps d'instruction du dossier, le juge des tutelles peut se dire il y a besoin de prononcer cette mesure de protection durant l'instruction du dossier. Et vous avez également une deuxième sauvegarde de justice qui là est une décision et une mesure autonome qui est prise à la fin de l'instruction du dossier. C'est une mesure de protection à part entière et qui va durer 1 an et qui peut être renouvelée une fois pour une durée d'1 an. Alors, que se passe-t-il quand le juge prononce une sauvegarde de justice, qu'elle soit pour la durée de l'instruction
du dossier ou en tant que mesure à part entière. En principe, la personne vulnérable va conserver l'ensemble de ses droits, sauf si en fait le juge des tutelles estime que cette protection n'est pas suffisante et qu'il faut désigner un mandataire spécial. Dans ce cas-là, le juge, dans son ordonnance, va en fait indiquer la personne qui est désignée en qualité de mandataire spécial, va préciser les actes que ce mandataire spécial va faire, ce qui veut dire que la personne vulnérable, la personne protégée, ne pourra pas faire les actes qui ont été listés et confiés au mandataire spécial. Alors vous me direz, si il n'y a pas de mandataire spécial et que la personne à protéger, donc protégée, conserve ses droits, quelle protection? En réalité, même si elle conserve ses droits, la protection, elle va se faire dans ce cas-là a posteriori. C'est-à-dire que le fait d'avoir prononcé une mesure de sauvegarde, et si des actes ont été faits, des contrats ont été signés, des engagements ont été pris qui sont préjudiciables à la personne, il y aura possibilité de remettre en cause ces actes qui ont été pris par la personne vulnérable. Donc ça, c'est la première mesure possible qui peut être prise par le juge. C'est une sauvegarde de justice. Deuxième mesure de protection que le juge peut prendre, c'est une mesure de curatelle. Donc la mesure de curatelle, on passe à un degré supérieur, c'est une mesure d'assistance. C'est-à-dire, on estime que l'état de santé, l'altération de la personne ne le met pas hors d'état d'agir, donc il a encore une capacité d'agir, mais une capacité d'agir qui est limitée tout de même. Et il a besoin d'être assisté, il a besoin d'être accompagné dans les actes les plus importants. La curatelle, en réalité, vous en avez deux types. Vous avez la curatelle simple et la curatelle renforcée. La curatelle simple, lorsque le juge des tutelles prononce cette mesure, le major protégé va agir seul pour ce qu'on appelle, et il pourra faire ce qu'on appelle les actes conservatoires, c'est-à-dire tous les actes qui ont pour vocation de protéger son patrimoine. Il pourra faire les actes de disposition, c'est-à-dire les actes de gestion courante. Par contre, il aura besoin, cette personne vulnérable aura besoin d'être assistée du curateur pour les actes les plus importants. C'est ce qu'on appelle les actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui ont un impact sur le patrimoine de la personne. Ça, c'est le principe de la curatelle simple. C'est-à-dire que dans le cas de la curatelle simple, la personne protégée, elle continue de gérer son budget. Donc, il existe une autre catégorie, je dirais, de curatelle, c'est la curatelle renforcée, où là, en fait, la personne qui est protégée ne va plus gérer elle-même le budget, c'est le curateur qui va gérer le budget, qui va recevoir les ressources, qui va payer les factures, payer toutes les dépenses, et le reliquat de ce qui va rester va être donné à la personne protégée. Donc il y aura ce qu'on appelle de l'argent de poche, soit une fois par semaine, tous les 15 jours ou tous les mois. Ça, c'est les curateurs qui voient en fonction des capacités de la personne protégée. Et il y a également ce qu'on appelle une curatelle aménagée, une curatelle modulée, c'est-à-dire qu'on peut permettre à la personne protégée d'effectuer certains règlements. On va lui dire, vous allez pouvoir, par exemple, payer votre loyer, vous allez pouvoir payer la facture d'électricité, l'objectif étant
de voir et de travailler sur la capacité de gestion et à un moment, éventuellement, de sortir de cette mesure de protection. Alors, si une personne fait un acte alors que celui-ci devait être effectué avec son protecteur, le curateur, pour les actes qui nécessitent l'assistance du curateur, si ça n'est pas respecté, en fait, il y a une possibilité de faire une action en nullité si cet acte a créé en effet un préjudice à la personne. Et si en effet c'est un acte qui pouvait être fait par la personne seule, dans ce cas-là, c'est soit une action en nullité pour trouble mental, soit c'est ce qu'on appelle l'action en récision pour lésion. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est deux actions d'agir pour en fait sanctionner lorsque la mesure de curatelle n'a pas été respectée. La mesure de curatelle, elle a une durée maximale de 5 ans. Elle peut être renouvelée plusieurs fois si c'est nécessaire. Donc ça, c'est la deuxième mesure de protection judiciaire qui peut être prise. La troisième mesure de protection qui peut être prise, c'est la mesure de tutelle. Alors, la tutelle, dans ce cas-là, l'état de santé, l'altération de la personne, elle est telle que cette personne, elle est hors d'état d'agir elle-même, elle est hors d'état de prendre des décisions éclairées, l'empêchement, il est total. Dans ce cas-là, en effet, cette personne, elle va être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile. S'il y a un contrat à signer, cette personne ne va plus signer le contrat, c'est son tuteur qui va en effet signer à sa place. Le tuteur, dans ce cas-là, pourra faire tous les actes conservatoires, il pourra faire tous les actes d'administration, donc la gestion, et pour les actes de disposition, c'est-à-dire les actes qui impactent le patrimoine, le tuteur devra par contre obtenir préalablement l'autorisation du juge des tutelles, donc en faisant une requête au juge des tutelles, en expliquant pourquoi il est de l'intérêt de la personne de faire cet acte de disposition. Donc là, le juge des tutelles examine et autorise ou n'autorise pas l'acte de disposition. La mesure de tutelle, elle dure en principe 5 ans. Par contre, si dans le certificat médical, il est précisé que malheureusement l'altération de santé de la personne est telle qu'il n'y aura pas d'évolution selon les données de la science, dans ce cas-là, on peut prononcer une mesure de tutelle pour une durée de 10 ans. Et ensuite, la mesure peut, là encore, être renouvelée en cas de besoin. Alors, ces deux mesures que je viens d'indiquer, les mesures de curatelle et les mesures de tutelle, elles ont des règles communes. Donc, c'est un degré qui est différent, puisqu'on passe de l'assistance à la représentation, mais on a des règles communes pour ces deux mesures de protection. Des règles communes. Voilà, merci. Donc des règles communes quant notamment au régime de protection de la personne et des biens. Je vais par exemple parler pour les biens, que l'on soit en curatelle ou tutelle, les obligations du tuteur, du curateur sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il devra faire un inventaire et rendre des comptes de gestion tous les ans auprès du tribunal. Règles également communes quant au choix de l'organe de protection. En effet, les règles sont celles-ci. On va d'abord regarder pour choisir qui va assurer la curatelle ou la tutelle. D'abord, si la personne
en fait, avait désigné quelqu'un pour la protéger. À défaut, on désigne le conjoint, le pacsé, le concubin. À défaut, on va regarder dans la famille, l'entourage amical, s'il y a une personne qui est en mesure, en fait, d'assurer cette mesure de protection. Et à défaut, on désignera en fait un professionnel, c'est-à-dire un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que ce soit une personne physique, une personne morale ou un préposé d'un établissement de soins. Donc voilà, ça c'est la troisième mesure de protection possible. Et une quatrième mesure de protection est apparue avec, avec les lois en fait, de 2015 et de 2019, puisque le législateur a créé l'habilitation familiale. Cette loi de 2015, elle a été ensuite étendue dans ses possibilités en 2019. L'habilitation familiale générale, c'est une volonté de prioriser la famille, les proches de la personne à protéger. C'est une mesure qui repose sur la confiance, puisque c'est vraiment l'entourage. Ça suppose qu'il n'y ait pas d'opposition dans la famille, pas de tension dans la famille. Et dans ce cas-là, en fait, la personne, elle va exercer sous un contrôle moindre du juge, puisque le suivi du juge sera moindre, puisque ça repose sur cette confiance. On peut être en présence d'une habilitation familiale spéciale, c'est-à-dire dans ce cas-là, le juge va habiliter pour faire un ou plusieurs actes définis. Dès lors que les actes sont effectués, l'habilitation familiale spéciale s'arrête à ce moment-là. Et c'est ce qu'on a le plus souvent, ce sont les mesures d'habilitation familiale générale, donc, qui portent sur l'ensemble des actes que le tuteur a la possibilité d'accomplir, c'est-à-dire que là, la personne qui est habilitée et qui va exercer cette mesure, elle fera les actes conservatoires, les actes d'administration, donc de gestion, et pour les actes de disposition, contrairement à la tutelle, la personne qui est habilitée, elle devra obtenir en fait l'autorisation du juge des tutelles dans 3 cas uniquement pour ce qui concerne le logement, lorsqu'il y a en fait un acte à titre gratuit ou alors lorsqu'on est en présence d'un conflit d'intérêts. Mais mis à part ces 3 cas, en fait, il n'y a pas besoin de demander l'autorisation du juge des tutelles. Donc, c'est une mesure qui est plus souple pour celui qui l'exerce et qui, on voit bien, pour lesquels il y a moins de contrôle du juge parce que ça repose sur la confiance et le fait que c'est l'entourage très proche de la personne qui exerce cette mesure. Donc, voici les 4 mesures de protection judiciaire qui peuvent être prononcées. Alors, comment le juge des tutelles choisit de prendre une mesure plus qu'une autre? En réalité, le juge des tutelles, pour choisir la mesure, il va se baser sur des grands principes. Tout d'abord, le principe de nécessité, c'est-à-dire qu'il va s'interroger, est-ce qu'une mesure de protection est nécessaire ? Elle sera nécessaire s'il y a une altération des facultés mentales ou corporelles, mais une altération qui est médicalement constatée. Ce qui veut dire que ça exclut une mise sous protection lorsque la personne vulnérable fait preuve de prodigalité, elle fait preuve d'intempérance, elle fait preuve d'oisiveté. Dans ce cas-là, ça n'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'altération médicalement constatée.
C'était avant possible sous l'empire de l'ancienne loi, mais au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir imposé l'altération médicalement constatée entraîne que ce qui était possible avant ne l'est plus au jour d'aujourd'hui. Donc le juge va d'abord regarder si cette mesure, elle est nécessaire. Il va ensuite regarder, c'est le deuxième principe, si en fait on ne peut pas pallier par un autre moyen juridique. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est si un autre moyen juridique est possible pour permettre cette protection, dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de protection judiciaire. L'exemple, c'est le mandat protection future. Donc le mandat protection future, c'est la personne, lorsqu'elle avait toutes ses capacités, elle a en fait été voir le notaire en indiquant si un jour je n'ai plus toutes mes capacités pour prendre les décisions dans mon intérêt, je souhaiterais que ce soit telle personne. Donc ça, c'est en effet un moyen juridique. Et si on a un mandat de protection future, si ce mandat de protection future, il a été activé, il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection judiciaire. Donc on voit que la mesure de protection judiciaire, elle est subsidiaire. Elle intervient que si il n'y a pas d'autres moyens juridiques qui peuvent venir protéger la personne. Et le troisième principe sur lequel le juge va se baser pour choisir la mesure la plus adaptée, c'est justement un principe de proportionnalité et d'individualisation. Donc le juge, pour choisir s'il va prendre une mesure de sauvegarde, une mesure de curatelle, une mesure de tutelle ou une habilitation, il va tenir compte de l'altération de la personne, il va tenir compte également des besoins de la personne et adapter en fonction donc des besoins de cette personne. Donc par exemple, on estimera qu'il faut une mesure d'assistance ou au contraire une mesure de représentation, donc soit la curatelle, soit la tutelle. On estimera qu'une mesure de protection au bien et à la personne est nécessaire, ou au contraire, une mesure qui concernera uniquement les biens suffit. Donc le juge, en effet, se doit d'adapter la nature et le contenu de la mesure de protection. Pour pouvoir faire cette adaptation, et j'en terminerai sur ce point, c'est l'instruction du dossier, c'est-à-dire à partir du moment où il est saisi. Le dossier est ouvert, un certain nombre d'actes, des auditions vont être pris, il obtiendra des éléments. Avec l'ensemble de ces éléments, donc le juge prendra une mesure qui est adaptée à la situation de la personne vulnérable. Merci. Oui. Bonjour à tous, je suis Caroline Bégin, je suis greffière au service de la protection des majeurs. Je vais vous présenter la partie procédurale de la requête à la décision. Donc la première chose que l'on va regarder, c'est la compétence du juge des tutelles. Donc la compétence territoriale du juge des tutelles, c'est la résidence habituelle de la personne à protéger. Qu'on soit dans le cadre d'une saisine en mesure de protection classique, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, ou en matière d'habilitation familiale. Par résidence habituelle, on entend le lieu où elle est le plus souvent dans l'année. Quand une personne a un domicile, par exemple à Paris, mais réside dans un établissement dans le Loir-et-Cher, c'est le tribunal de Blois qui sera compétent, puisque c'est le lieu de résidence habituelle. Quelqu'un qui aurait un domicile et une résidence secondaire, on prendra le lieu où elle est le plus souvent dans l'année. Si elle habite le plus souvent dans sa résidence secondaire, ce sera le tribunal compétent pour ce lieu de vie.
On a aussi des cas de jeunes majeurs qui ont une scolarité ou qui sont dans un établissement dans la semaine et qui reviennent tous les week-ends au domicile de leurs parents. Là, c'est un petit peu plus compliqué pour définir la compétence et du coup, ça reste à l'appréciation du juge des tutelles. Soit ce sera le juge des tutelles compétent pour le lieu de scolarité ou d'hébergement en semaine, soit ce sera celui compétent pour le domicile des parents. Donc, on soumet ça, dans ces cas-là, au juge des tutelles. Il faut de toute façon qu'il y en ait un des deux qui se déclare compétent. Le but de choisir ce lieu de résidence habituel comme compétence, c'est de pouvoir, à un moment donné, quand c'est possible, entendre la personne à protéger, qui est quand même la principale concernée dans l'histoire. Si la personne déménage en cours de procédure, que ce soit avant que le jugement soit prononcé ou après jugement, le dossier est transféré au tribunal compétent pour le nouveau lieu de résidence. Donc la procédure, elle peut être ouverte à Blois et transférée à Tours, voire revenir à Blois. On ne reviendra pas au début de la procédure à chaque fois. C'est le juge compétent qui continuera la procédure là où elle en est restée. Le tribunal judiciaire de Blois, donc les juges des tutelles de Blois, sont compétents pour toutes les personnes à protéger résidant dans le Loir-et-Cher, puisqu'il n'y a qu'un seul tribunal sur le ressort. Le juge des tutelles est compétent pour un majeur ou un mineur émancipé et il peut être saisi dans la dernière année de minorité de la personne à protéger, sachant que si une décision est prise, elle ne pourra prendre effet qu'à compter de sa majorité. Donc je vais revenir sur les conditions pour bénéficier d'une mesure de protection. Donc c'est l'article 425 du Code civil pour les mesures classiques et l'article 494-1 du Code civil pour l'habilitation. Mais c'est le même principe. Les mesures de protection, elles ne peuvent être prononcées que pour une personne qui est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, donc par un médecin, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La majeure partie du temps, c'est une altération des facultés mentales. L'altération corporelle de nature à empêcher l'expression de la volonté, c'est beaucoup plus rare, mais par exemple, ce serait quelqu'un qui serait dans le coma, par exemple. Ce n'est pas juste une altération des facultés corporelles. Quelqu'un qui est, par exemple, aveugle ou hémiplégique, c'est pas pour ça qu'il ne peut pas exprimer sa volonté. Donc c'est vraiment l'un des deux critères. L'altération, elle doit être caractérisée et relevée par un médecin, que ce soit pour l'ouverture de la mesure de protection ou pour sa révision. S'il n'y a pas d'altération, on ne peut pas prononcer de mesure de protection et on ne peut pas non plus la renouveler ou la réviser. Donc c'est pour ça que le médecin expert qui fait le certificat au départ doit se prononcer sur ce point. Et les médecins qui interviennent dans le cadre des révisions de mesures de protection doivent également absolument se prononcer sur l'altération des facultés. Dans le cadre des révisions des mesures de protection, ce n'est pas forcément un médecin expert comme à l'ouverture de la mesure. Ça peut être un médecin traitant ou un médecin spécialiste qui intervient. Donc, ça me permet aussi aujourd'hui, s'il y a des médecins dans la salle, de les sensibiliser à ce point-là. Il faut absolument caractériser l'altération des facultés. Donc, s'il n'y a pas d'altération des facultés, il existe d'autres dispositifs, et notamment les mesures sociales qui vous ont été présentées rapidement au départ, et ce qu'on appelle la MASP, la mesure d'accompagnement social personnalisé. Cette mesure, il n'y a pas d'histoire d'altération médicale. Ça concerne les personnes qui perçoivent des prestations sociales. Et c'est une aide à la gestion des prestations sociales et un accompagnement social individualisé. C'est un contrat qui est conclu au départ entre l'intéressé et le conseil départemental et qui permet d'aider la personne à gérer ses prestations sociales. Ça peut être une solution quand la mesure de protection n'est pas possible et quand il n'y a pas d'altération des facultés. Ensuite, je vais vous expliquer qui peut saisir le juge des tutelles. Alors, selon les mesures de protection, ce ne sont pas les mêmes personnes. Pour les mesures classiques,
comme la sauvegarde de justice autonome, la curatelle ou la tutelle. C'est assez large, les personnes qui peuvent saisir le juge des tutelles. Donc on a toujours la personne à protéger elle-même, qui peut saisir directement le juge. Et ensuite, son entourage. Et c'est assez vaste, donc ça peut être un membre de la famille, un conjoint, un concubin, partenaire de Pacs, un parent, un allié, ou même une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne à protéger. Donc ça peut être un ami, un voisin, voilà. Toutes ces personnes-là peuvent saisir directement le juge des tutelles d'une demande de mesure de protection. Le procureur de la République peut également saisir le juge des tutelles, soit d'office, soit à la demande d'un tiers. Ce qu'on appelle un tiers, nous, c'est justement toutes ces personnes qui ne sont pas un proche du majeur à protéger, donc assistante sociale, directeur d'établissement, médecin. Toutes ces personnes ne peuvent pas saisir directement le juge des tutelles, ils doivent obligatoirement passer par le procureur de la République. Le procureur de la République est également saisi, comme vous l'a expliqué Madame Malbaud, par une des personnes proches mentionnées précédemment, dans le cas où il ne pourrait pas régler le coût de l'expertise médicale. L'expertise médicale coûte 160 € et donc n'est pas remboursée par la Sécu et donc n'est pas à la portée de toutes les personnes à protéger. J'attire votre attention sur l'arrêt de la Cour de cassation d'avril 2014 qui explique que le désistement d'instance du requérant met fin à la procédure si aucune mesure n'a été prononcée au moment où la personne se désiste. Ça veut dire que le requérant, à tout moment de la procédure, il peut se désister. Cette difficulté, elle nous arrive assez souvent parce que dans des cas où on voudrait éviter de perdre du temps, entre guillemets, en passant par le parquet, on fait remplir, ou on aide la personne à remplir la requête, et on fait signer la personne à protéger alors qu'elle n'a pas forcément compris ce qu'impliquait la mesure de protection, ou alors elle dit oui un jour et non un autre jour. Ou elle a aussi le risque de pouvoir changer d'avis dans le courant de la procédure qui dure quand même un certain temps. Le problème, c'est que si c'est la personne à protéger qui a signé la requête et qu'au moment où on la reçoit, elle n'est pas d'accord et elle dit « moi, je ne veux pas de mesure de protection », si à ce moment-là, on n'a pas prononcé de protection temporaire comme la sauvegarde de justice dont parlait Madame Anchart tout à l'heure, on est obligé d'acter le désistement. Ce qui veut dire qu'on rend un jugement de désistement, la procédure est terminée, et s'il y a vraiment besoin d'une mesure de protection pour cette personne, il faut recommencer tout à zéro. Refaire faire une expertise, ressaisir le juge et repartir dans le délai de traitement de la requête. Donc j'attire votre attention là-dessus. Quand on a un doute sur la volonté de la personne, mais qu'on estime qu'elle a réellement besoin d'une mesure de protection, il est préférable de saisir le procureur de la République en tant que tiers, en tant que directeur d'établissement, assistante sociale ou autre. Et ensuite, c'est le procureur de la République qui saisira le juge des tutelles. Le procureur de la République ne se désiste pas de ses demandes. Et donc, du coup, ça permet, au bout du compte, de prononcer une mesure de protection, même si la personne, quand on la reçoit, elle nous dit qu'elle n'est pas d'accord ou qu'elle n'en veut pas. Au moins, ça évite d'avoir à refaire le circuit. Donc, certes, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus carré dans la procédure et il y a moins de risques qu'on revienne à zéro et qu'on ait tout à recommencer. C'est également pareil quand, je pense, pour éviter de passer par le parquet, on essaye de rechercher un proche, au sens de l'article 430, on va rechercher l'arrière-petit-cousin qui habite à l'autre bout de la France, qui ne se sent pas plus concerné que ça par la situation de la personne à protéger, qui ne veut pas exercer, mais on lui a dit qu'il fallait qu'il soit requérant pour la demande. Le risque, c'est qu'il ne se présente pas à l'audition et qu'on considère que du coup la demande n'est pas soutenue. Pareil pour les requêtes qui sont signées par le majeur à protéger, et le certificat médical du médecin expert nous dit qu'elle ne peut pas exprimer sa volonté. Donc nous, on essaye d'aller quand même au bout de la procédure, on convoque la personne, qui ne vient jamais, qui a toujours un justificatif médical pour dire qu'elle ne peut pas venir. Donc
ces cas-là, la demande n'est pas soutenue par le requérant et le juge va prononcer un non-lieu à mesure de protection. Donc tous ces cas, qu'on arrive à un désistement ou à un non-lieu, si la personne a réellement besoin d'une mesure, on est obligé de recommencer tout par un biais plus sécurisé. Et donc on perd du temps pour la protection de la personne. Pour l'habilitation familiale, c'est un peu plus restreint, les personnes qui peuvent saisir le juge des tutelles. Il y a toujours la personne à protéger elle-même qui peut saisir. Et on reste du coup dans un contexte familial, mais assez limité. Donc l'habilitation, seuls les ascendants et descendants sur plusieurs degrés peuvent saisir le juge des tutelles, les frères et sœurs, conjoints, concubins, partenaires de Pacs, et le procureur de la République à la demande d'une de ces personnes, toujours pour la raison où il ne pourrait pas régler l'expertise médicale. Donc un tiers ne peut pas demander l'ouverture d'une habilitation familiale en passant par le procureur. Et les oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces ne font pas partie de la liste des personnes qui peuvent saisir en habilitation. Ces mêmes personnes qui peuvent saisir en habilitation sont les personnes que l'on va pouvoir désigner en qualité de personnes habilitées dans le cadre de cette mesure-là. On a la procédure également d'habilitation entre époux, qui là ne concerne que les gens mariés, et la seule personne qui peut nous saisir, c'est le conjoint. L'habilitation entre époux, c'est régi par 2 articles, 217 et 219 du Code civil. La différence, c'est que ça dépend si l'époux nous saisit pour un acte qui concerne l'époux empêché, personnellement, ou un acte qui les concerne tous les deux. C'est ce qu'on appelle l'autorisation à passer seul un acte. Par exemple, quand il faut vendre une maison qu'ils ont achetée de manière commune, il y en a un qui est empêché, qui ne peut pas manifester sa volonté, l'autre nous saisit pour pouvoir signer seul la vente du bien. Donc, quelles pièces sont demandées pour l'ouverture, pour la requête en ouverture? Ça va être les mêmes pièces, quelle que soit la mesure qui va être demandée. Au final, le requérant fait une demande de mesure de protection. Au bout du compte, c'est quand même le juge des tutelles qui choisira la mesure la plus adaptée en fonction des principes que vous a exposés Madame Anchard. Quand on est saisi donc d'une requête en ouverture de sauvegarde de justice autonome, de curatelle, de tutelle ou d'habilitation, il nous faut obligatoirement une requête. Et le contenu de la requête est expliqué plus en détail aux articles du Code de procédure civile. Je ne reviendrai pas sur le contenu de la requête pour la saisine au procureur. C'est l'article 1216-1 et suivant du Code de procédure civile. Madame Malbaud vous l'a expliqué. Pour la requête qui est adressée directement au juge des tutelles, c'est un petit peu la même chose. À peine d'irrecevabilité, il faut obligatoirement l'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection. Et ensuite, on demande d'autres éléments qui, là, ne sont pas des conditions de recevabilité, mais quand on les a, c'est beaucoup plus pratique. Donc, notamment l'entourage de la personne à protéger, le médecin traitant s'il est connu, la situation familiale, sociale, financière, patrimoniale et tout élément relatif à son autonomie. Donc là, ce que je vous explique, c'est ce qui ressort de ces articles qui sont présentés là. Avec la requête, il faut absolument, c'est une condition de recevabilité de la requête, un certificat médical d'un médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Chaque procureur établit une liste pour son ressort. Donc nous, ce qu'il faut, c'est un certificat médical d'un médecin inscrit sur une liste d'un procureur de France. Nous, notre rôle, ça va être de vérifier qu'il figure bien sur la liste et qu'il est bien habilité à établir le certificat. La majeure partie du temps, à l'ouverture de la mesure, on est saisi quand même par des médecins désignés par le procureur de Blois, puisque les gens pour qui on intervient ont leur résidence habituelle dans le Loir-et-Cher. Et donc, comme on vous expliquait, si le coût du certificat ne peut pas être réglé par la personne à protéger ou le requérant, la requête est à adresser au procureur de la République sans certificat, avec les justificatifs qui prouvent l'impossibilité de régler le certificat, et c'est le procureur qui apprécie la suite à donner et qui éventuellement prend le certificat médical à sa charge. En plus, on demande des éléments qui ne sont pas obligatoires, mais qui aident fortement à l'instruction de la mesure. Donc la copie intégrale récente de l'acte de naissance de la personne à protéger, notamment parce que quand une mesure de protection est prononcée,
une mention figure sur l'acte de naissance, et nous, ça nous permet de vérifier qu'il n'y aurait pas une mesure ouverte autre part, ou de voir s'il n'y a pas eu une mesure précédemment. Une copie du livret de famille pour connaître l'entourage, voir si on nous a bien mentionné tous les enfants, si on n'a pas omis quelqu'un volontairement ou involontairement. Un justificatif de résidence qui nous permet de vérifier qu'on est bien compétent territorialement. Le cas échéant, s'il y en a un, le mandat de protection future établi par la personne à protéger, parce que c'est la première chose qui doit être mise en œuvre avant de mettre en place une mesure de protection. Quand il y a un mandat de protection future, il doit en priorité être activé, et s'il ne peut pas être activé ou qu'il y a quelque chose qui fait que voilà, on ne peut pas le mettre en œuvre, derrière on pourra basculer sur l'ouverture d'une mesure de protection si besoin. Quand il y a des actes précis à accomplir, on demande toute pièce justificative du ou des actes à accomplir, sachant que le juge en cours de procédure pourra demander plus d'éléments quand il aura plus d'informations sur la requête. Et quand les personnes font une demande pour une sauvegarde, une curatelle ou une tutelle, ils peuvent, par un courrier, expliquer une situation urgente ou une situation particulière. Parce que dans le cadre de ces demandes, ce qui n'est pas le cas pour la demande d'habilitation familiale, dans le cadre des demandes de sauvegarde, curatelle, tutelle, le juge peut mettre en place une sauvegarde de justice le temps de la procédure et, si besoin, la désignation d'un mandataire spécial pour certains actes particuliers. Ça, ce n'est pas possible dans le cadre des demandes d'habilitation familiale. Voilà. Ensuite, on a les pièces qui sont demandées pour l'habilitation entre époux. Donc l'habilitation entre époux, on en a de moins en moins parce que le conjoint, maintenant, ce n'était pas le cas au tout début, peut saisir en habilitation familiale. Et je pense qu'il s'oriente plus maintenant vers les habilitations familiales que l'habilitation entre époux. La différence entre les deux, alors on demande toujours un formulaire de requête, mais c'est principalement sur le certificat médical. Ce n'est pas obligatoirement un certificat d'un médecin expert inscrit sur la liste du procureur. Un certificat d'un médecin traitant qui constate l'impossibilité de l'époux concerné à exprimer sa volonté suffit pour cette procédure entre époux. On demande la copie intégrale de l'acte de naissance des deux époux, la copie du livret de famille, toujours les justificatifs des actes envisagés, et si mandat de protection futur il y a, de nous le produire également. Pareil, on va vérifier, le juge va vérifier, est-ce qu'il a été activé, est-ce qu'il peut être activé, et si ce n'est pas possible, basculera sur une mesure de protection. Donc ensuite, l'instruction du dossier. Donc nous, on reçoit le dossier, on vérifie la compétence territoriale, les conditions de recevabilité, l'existence du certificat. On enregistre le dossier et on le soumet au juge qui va nous donner ses instructions pour la procédure. Il va déjà se questionner sur qui il doit entendre et comment. Donc la personne principale, c'est le major à protéger. Donc le major à protéger, le juge va se fier à ce qui est marqué dans le certificat du médecin expert. Si le médecin expert nous dit qu'elle peut exprimer sa volonté, il va falloir qu'on l'entende. On a plusieurs possibilités. Soit on la convoque au tribunal, et ça c'est toujours le médecin expert qui se prononce aussi là-dessus. Il nous dit est-ce que la personne elle peut venir au tribunal ou non. S'il nous dit qu'elle ne peut pas se déplacer en raison d'une altération médicale, on peut se transporter et aller rencontrer la personne sur son lieu de résidence. Maintenant, les créneaux de transport sont assez limités. On attend d'avoir un certain nombre de dossiers en transport pour faire une journée de transport. On en fait à peu près une tous les 2 mois, mais malheureusement, on ne peut pas aller voir tout le monde chez lui, même si ce serait plus confortable pour tout le monde. Donc ce sera vraiment pour des cas nécessaires, comme des personnes alitées H24 ou reliées à des bouteilles d'oxygène ou des choses comme ça. Le juge va toujours se baser sur ce que dit l'expert. Après, en cours de route, si la personne est convoquée et qu'il y a quelque chose au moment de la convocation qui fait qu'elle ne peut pas venir, on accepte un nouveau certificat en cours de route qui peut être du médecin qui la suit ou du médecin traitant, et c'est le juge qui appréciera est-ce que du coup on va l'avoir en transport ou est-ce qu'on maintient une convocation. Le problème, on va dire, du transport, c'est que ça rallonge un peu la procédure parce qu'on n'en fait pas tous les 4 matins et donc le jugement sera rendu un peu plus tardivement, le temps qu'on ait entendu la personne à protéger. La personne à protéger peut également être entendue, mais c'est plus rare, en commission rogatoire. Ça veut dire qu'elle n'est
pour une raison ou pour une autre, plus sur notre ressort, et on demande à un autre juge des tutelles de l'entendre à notre place et de nous envoyer son procès-verbal d'audition. C'est rarement le cas en ouverture, puisqu'on est saisi sur la résidence habituelle de la personne, donc normalement elle est présente au moment où on la convoque sur notre ressort. Si le certificat médical nous dit que la personne ne peut pas exprimer sa volonté ou que l'audition pourrait porter préjudice à sa santé, le juge des tutelles peut rendre une ordonnance de dispense d'audition qui fait qu'on n'entendra pas cette personne dans le cadre de la procédure. On va entendre ensuite le requérant, qu'il sollicite ou non d'être désigné dans le cadre de la mesure. Il va devoir expliquer au juge pourquoi il a fait cette demande. Donc pareil, il est soit convoqué au tribunal, soit entendu en commission rogatoire s'il est autre part sur le territoire. Ça c'est vraiment à l'appréciation du juge. Certains juges souhaitent voir tout le monde, quel que soit leur lieu de domicile, et d'autres font des commissions rogatoires. Et ensuite, le juge va entendre toute autre personne dont l'audition paraît utile. Donc, on a l'entourage qui est cité dans la requête. Donc, au départ, le juge va décider quelle personne il va vouloir entendre, et notamment toutes les personnes qui souhaitent exercer la mesure. Et pour les autres, plus souvent, on leur envoie un questionnaire où on leur demande un petit peu les mêmes éléments qu'il y a dans la requête pour voir si ça coïncide avec ce que nous a donné le requérant. Et dans le questionnaire, la personne peut demander à être entendue par le juge ou éventuellement à être désignée également. Dans ce cas-là, on la convoquera en plus. Depuis très peu de temps, on peut également procéder par visioconférence pour les auditions, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est un peu intervenu grâce au Covid. Ça ne fonctionne pas des masses, on va dire. Et généralement, voilà, c'est possible à la demande des personnes et sur motif légitime à l'appréciation du juge. Donc le juge peut estimer qu'au vu de la complexité d'un dossier, il ne souhaite pas entendre les personnes par visioconférence. Donc le juge, comme on vous a expliqué précédemment, peut prononcer des mesures provisoires dans le cadre des demandes de sauvegarde, tutelle, curatelle, pas dans le cadre des requêtes en habilitation familiale. Donc il peut prononcer une sauvegarde de justice qui peut exister toute seule. Donc la personne est protégée si elle fait un acte contraire à ses intérêts, ça permettra de l'annuler a posteriori. Et il peut désigner un mandataire spécial s'il estime que la sauvegarde toute seule n'est pas suffisante et qu'il y a des actes à faire à la place de la personne protégée. Donc toutes les sauvegardes de justice ne sont pas forcément associées à la désignation d'un mandataire spécial. Par contre, un mandataire spécial ne peut pas être désigné s'il n'y a pas de sauvegarde de justice. Donc le mandataire spécial, c'est les mêmes règles que pour les curateurs ou les tuteurs qui sont désignés. Ils sont choisis prioritairement dans l'entourage de la famille. Et quand ce n'est pas possible ou que personne ne veut ou ne peut exercer la mesure, on part sur un professionnel. Le juge, en plus de ces mesures provisoires, peut ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour compléter l'instruction de son dossier. Il peut demander une enquête sociale ou demander des renseignements à toute personne ou à tout l'entourage du majeur. Donc au notaire, à la mairie, aux services sociaux, etc. Généralement, quand on a besoin de faire une enquête sociale, pareil, ça rallonge un petit peu la procédure, mais c'est dans des cas où le requérant dit noir et le majeur dit blanc, et en 20 minutes ou 30 minutes d'audition, il est difficile de savoir qui dit vrai ou qui dit faux. Donc dans ces cas-là, le juge ordonne une enquête sociale pour faire un petit peu la lumière sur la situation. Donc le mandat spécial et la sauvegarde, c'est à l'appréciation du juge des tutelles. Ils peuvent aussi estimer qu'il n'y a pas besoin de mettre en place un mandat spécial tout de suite. L'autre solution pour que ça aille plus rapidement, c'est de passer le dossier plus rapidement en audition. Nos délais actuellement, ils sont d'environ 6-8 mois entre l'enregistrement de la requête et le jugement. Et c'est dû à nos délais d'audition, en fait, nos délais de convocation. Donc si le juge a connaissance d'une difficulté ou d'une nécessité d'agir rapidement pour la personne, soit il met en place un mandat spécial, soit il décide de convoquer plus rapidement le dossier pour rendre la décision plus rapidement. Ça reste toujours à l'appréciation du juge. Sachant que le juge a 1 an pour statuer sur la requête en ouverture.
Au-delà d'un an, elle est devenue caduque. Donc nous, comme je vous disais, on n'est pas à 1 an, mais on est plutôt à 6-8 mois pour le traitement des requêtes. Une fois que toute la phase d'instruction du dossier est terminée, que le juge a recueilli tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision, il fixe le dossier à une audience où il va rendre un jugement. Et là, le jugement, il doit se poser la question, est-ce que oui ou non, il y a besoin d'une mesure de protection? Est-ce que les critères sont remplis? Si oui, quelle est la mesure la plus adaptée? Donc c'est la proportionnalité des mesures. Et ensuite, qui est-ce qu'il va désigner pour gérer cette mesure? Voilà. Donc pour ma partie, c'est terminé. Je relaisse la parole à Madame Anchard. Si vous avez des questions, donc le micro va passer dans les rangs. Bonjour. Je voulais savoir quelle était la validité d'une expertise médicale. Excusez-moi, vous pouvez répéter, j'ai pas entendu. Quelle est la validité d'une expertise médicale entre le moment où elle est effectuée et le moment où on la transmet? Quel délai à peu près? Alors, il n'y a pas de délai particulier. En fait, généralement, c'est donné soit directement par le médecin qui nous l'adresse, c'est la plupart des cas, soit ça, dans certains cas, c'est remis à la personne qui est requérante. Il n'y a pas de délai. Généralement, il vaut mieux que ça parvienne assez rapidement parce qu'il peut y avoir évolution de l'état de santé de la personne. Donc, lorsque on va faire, par exemple, notre audition, ou si on a la famille et qu'on a des informations qui laissent à penser qu'il y a eu une évolution de l'état de santé, soit on sollicite un nouveau certificat médical, soit on peut même en fait ordonner une nouvelle expertise pour savoir où on en est d'un point de vue médical, puisque en effet, si on rend la décision 6 mois après le certificat médical, l'état de santé de la personne a pu se dégrader, et donc pour adapter la mesure, on peut demander un nouveau certificat médical. Mais il n'y a pas en tant que tel de durée de validité. Donc, dans l'hypothèse où un requérant a transmis une requête avec le certificat médical circonstancié, qu'il se désiste en tant que requérant, est-ce qu'un autre requérant, avec le même certificat, peut déposer la requête en ouverture de mesure, ou il faut obligatoirement refaire une expertise? Alors, normalement, il peut se servir de la requête. Moi, j'ai eu le cas où, en fait, le requérant n'est pas venu, les autres membres de la famille sont venus, et en fait, se sont un peu agrégés en faisant une nouvelle demande. Et en réalité, j'étais saisie de 2 demandes avec le même certificat médical. Ça pose pas de problème alors. Non. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Vous avez évoqué la sauvegarde médicale. Est-ce qu'on peut avoir quelques renseignements sur ce dispositif? Alors en fait, la sauvegarde médicale, c'est une déclaration qui est faite par le médecin, qui est adressée au procureur et qui en fait déclenche cette sauvegarde. Donc là, c'est vraiment le médecin qui fait une déclaration auprès des services du procureur. Et du coup, ce serait un médecin hospitalier dans le cadre d'une hospitalisation? Oui. Oui, d'accord. Je sais pas, oui, mais je crois que Madame Malbaud est partie. Et je pense que... Ah. Oui, parce que je pense que c'est elle la plus à même de vous répondre sur la sauvegarde médicale, parce que c'est vraiment prononcé par le procureur qui nous informe quand il y en a une, mais on n'a pas forcément, nous, de dossier lié à cette sauvegarde. À mon sens, elle a le même effet que la sauvegarde que prononce le juge des tutelles. Maintenant, les conditions pour l'ouverture, je ne saurais pas vous dire. Si on retrouve Madame Malbaud, je pense qu'elle pourra vous apporter plus de précision. Bonjour, je suis assistante sociale au conseil départemental et en fait, voilà 2-3 fois dans les situations
On est confronté au fait que la personne vulnérable bénéficie d'une mesure d'habilitation familiale exercée par le fils. Or, la situation est très dégradée au domicile. Les professionnels sont au bout du bout. On arrive aux limites des interventions. Et pour autant, le fils qui a la mesure refuse une entrée en institution. Quelle possibilité on a en tant que professionnel de terrain? Alors, on peut en fait prévenir, signaler ça au juge des tutelles, qui, avec ces éléments-là, va pouvoir convoquer la personne en audition, voir la difficulté. Et si en effet l'habilitation familiale n'apparaît plus adaptée, pourrait mettre fin à l'habilitation et passer sur une mesure de protection judiciaire. Est-ce qu'il faudrait qu'on passe par la CRIP au niveau du circuit? Alors non, il n'y a pas besoin de passer par la CRIP. Il faut donner le maximum d'éléments d'information au juge des tutelles. Ok, merci. Peut-être Madame Malbaud. Madame Malbaud. Oui. Il y avait une question sur la sauvegarde de justice médicale, de savoir quelles étaient les pièces nécessaires pour mettre en place la sauvegarde. Alors, au niveau de la sauvegarde médicale, donc moi je le réceptionne au niveau du parquet. C'est sur certificat médical d'une personne, d'un médecin qui s'occupe de la personne dans un établissement hospitalier en général, centre hospitalier. Il m'envoie un certificat mais décrivant l'altération de la personne. Donc c'est pas du tout un médecin expert, c'est pas du tout un médecin avec un certificat médical circonstancié comme on peut l'avoir pour les mesures de protection. Donc simple certificat médical me demandant une sauvegarde médicale. Et moi, en l'état, je préviens l'ARS de la mise en place de cette sauvegarde médicale. On l'inscrit sur registre au niveau du tribunal. Et c'est tout, en fait. Ça permet à minima de pouvoir actionner des actions en justice ultérieures, mais il ne se passera rien d'autre à part ça. Donc c'est pour ça que nous, on fait un listing de ces sauvegardes médicales qui dure 1 an et qui nous permet après soit de déclencher l'évaluation sociale auprès de la CRIP pour pouvoir voir s'il y a besoin ou pas de basculer en judiciaire avec mesure de protection beaucoup plus sécurisée, j'allais dire, parce que là, sauvegarde médicale, c'est juste une formalité en l'état pour nous, à notre niveau, on fait juste un enregistrement. Et en fonction, soit la situation de la personne a évolué, parce que parfois c'est sur un instant T, ça peut être une personne qui est par exemple hospitalisée pour un accident de la route, qui va rester plusieurs mois à l'hôpital, pour lequel il n'y a pas d'entourage, on ne sait pas comment on va gérer la situation. Donc cette sauvegarde médicale permet en fait de couvrir une période donnée. Et à l'issue, je vous dis, soit j'oriente, soit on classe le dossier parce qu'il n'y a plus lieu à mesure de protection. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui l'a posée. Ouais. Oui. Bon, super. Je vous laisse. Moi, j'avais une question concernant la sauvegarde de justice en tant que mesure autonome. Vous pouvez décrire quelques situations qui vous amènent à prendre cette mesure en tant que décision? Alors moi, en fait, je n'en ai rencontré aucune. Il y en a de moins en moins. Moi, je suis dans le service depuis 8 ans. Et ça dépend vraiment des juges et aussi des mesures qui ont été nouvellement créées, comme l'habilitation familiale. La sauvegarde de justice toute seule en tant que mesure, j'en ai jamais vu. Par contre, la sauvegarde avec désignation d'un mandataire spécial, elle servirait à autoriser un acte en particulier ou plusieurs actes qu'on connaît au moment du jugement. Par exemple, une vente immobilière. Ce serait dans des cas où la situation actuelle fonctionne bien. Par exemple, les enfants ont procuration sur les comptes, ils n'ont aucun problème à gérer depuis des années. Parce qu'il faut bien se rappeler que toutes les personnes âgées n'ont pas une mesure de protection. Il y a des situations dans lesquelles les enfants arrivent à gérer avec les procurations qu'on leur a données avant. Mais dans une situation comme ça, où par exemple il faudrait vendre un bien chez le notaire, arriver chez le notaire, la procuration bancaire, elle ne peut pas servir aux enfants à signer un acte. Donc là, il faut une autorisation judiciaire pour autoriser l'enfant ou quelqu'un d'autre à représenter la personne pour signer cet acte chez le notaire. Donc la sauvegarde de justice, elle est généralement prononcée sur 1 an, renouvelable une fois, ce qui permet éventuellement de rajouter des autorisations, des pouvoirs au mandataire spécial dans cette durée-là. Mais une fois que les maximum 2 ans sont passés, la sauvegarde tombe. Et s'il y a un autre besoin ultérieur, il faut repartir sur une mesure de protection.
Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a de moins en moins. C'est parce que, en creusant un peu, au moment des auditions, on se rend compte que finalement, il n'y a pas qu'un acte à venir, que sur la durée, il y aura beaucoup de choses à faire. Peut-être que dans 4 ans, il faudra vendre la résidence secondaire parce qu'il y a de moins en moins de sous pour payer l'établissement, etc. Et donc, je pense qu'on oriente plus les gens sur des mesures avec une durée à long terme que des mesures ponctuelles. Sachant que l'habilitation familiale aussi est arrivée et elle peut être générale, donc pareil sur la durée, comme la tutelle ou la curatelle, mais elle peut aussi être spéciale. Et là, c'est exactement la même chose que la sauvegarde de justice. Elle va être rendue pour une ou plusieurs opérations connues au moment du jugement. Une fois que les opérations sont faites, la mesure tombe. Et s'il y a un besoin ultérieur, il faut repartir sur toute la procédure pour réouvrir une mesure de protection. Donc c'est certainement pour ça qu'il y en a de moins en moins. Y a-t-il d'autres questions ? J'arrive. Alors, c'était où ? Bonjour. J'aurais aimé savoir si des personnes qui gèrent très bien leur budget peuvent être accompagnées sur l'administratif. Parce qu'on fait partie d'un service d'accompagnement à la vie sociale et donc on accompagne des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou autres troubles, qui ont une très très bonne gestion de leur budget, mais qui, au niveau de la compréhension des documents administratifs et puis savoir quand et pourquoi les remplir, ce n'est pas possible. Et c'est quand même une situation de vulnérabilité et qui peut avoir une incidence aussi sur le budget. Généralement, on ne peut pas dissocier le budget et l'administratif. C'est soit on met une mesure de gestion du budget, donc comme une curatelle par exemple, avec gestion de l'administratif, soit une curatelle simple. Et dans la curatelle simple, c'est le majeur qui gère son budget et du coup l'administratif. Et le curateur n'intervient que pour l'accompagner dans les actes importants pour le patrimoine, mais n'est pas là pour traiter son administratif. Donc malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tout, soit rien. Ouais, il ne peut pas l'accompagner à remplir des documents Non. ou lui rappeler qu'il y a un renouvellement de droit à faire. Non. Non. Alors s'il n'y a pas d'altération, il peut aller sur une mesure d'accompagnement social. Ça dépend s'il y a une altération ou pas. Mais s'il y a une altération, il ne peut pas y avoir en effet de mesure d'accompagnement social. D'accord. Mesure d'accompagnement social, c'est... La MASP. Oui, c'est ça, c'est la MASP. Ouais. D'accord. Ok, et j'avais une deuxième question. On accompagne aussi des jeunes qui n'ont pas encore de ressources, voilà, qui sont en attente d'un accord et en situation de vulnérabilité, besoin d'accompagnement et au budget et sur l'administratif. Donc, demande de mesures de protection en cours, mais qui n'ont pas la possibilité de payer donc ce médecin expert de 160 €. Est-ce que, tout à l'heure j'entendais demande à envoyer directement au procureur, mais est-ce qu'on passe par la CRIP qui envoie au procureur ou est-ce qu'on passe directement au procureur ? Non, ça peut être adressé directement au procureur, soit sous forme d'un signalement, soit sous forme d'une requête complétée, par exemple avec le formulaire CERFA, et surtout en joignant tous les justificatifs de revenus qui prouvent que la personne n'a pas les moyens de régler l'expertise. Et c'est en appréciant le contenu de ces justificatifs que le procureur décidera de désigner le médecin expert et de le prendre à sa charge. Okay. Sachant que le procureur, en réalité, il avance les frais de l'expertise. Okay. Si derrière, on se rend compte au moment de mettre en place une mesure de protection, une fois que l'inventaire est établi, etc., que la personne avait en réalité les moyens de régler l'expertise, on pourrait lui demander de rembourser cette somme. Okay. Ça arrive très rarement, mais voilà. Ok, merci.